C'était un après-midi d'été suffocant. L'air était si lourd, si épais, qu'il collait à la peau comme une mélasse poisseuse. Dans le couloir de ce nouvel immeuble que j'avais loué, un drame à la fois pitoyable et grotesque se jouait. Martine, mon ex-belle-mère, était agenouillée devant ma porte. Elle se frappait les cuisses, hurlant à la mort, son chagrin calculé résonnant contre les murs fins du couloir. « Élise, espèce de monstre, tu n'as donc pas de cœur ?» Sa voix perçante traversait l'acier mince de la porte. « Qu'est-ce que la famille de Julien t'a fait pour que tu nous détruises comme ça ? Mon fils, le fils que j'ai élevé, tu as ruiné sa vie, espèce de porte-malheur. » J'entendais les portes voisines s'entr'ouvrir discrètement. Des regards curieux, des chuchotements, comme des faisceaux lumineux braqués sur mon seuil. Je tenais la tasse de café que je venais de me préparer. La vapeur montait en volute lente. Je m'approchai de la porte, sans hâte, et regardai à travers le judas. Son visage était déformé par la colère, les traits tirés par une performance qu'elle maîtrisait à la perfection. Moi, de mon côté, j'étais calme, aussi calme qu'un lac en automne, sans une ride. Je pris une gorgée de café. L'amertume envahit ma langue. Tout ceci, je l'avais anticipé. Sur la table de l'entrée, mon téléphone vibrait sans arrêt. L'écran s'illuminait, affichant 2 mots. Julien. Je n'ai même pas jeté un œil. J'ai simplement coupé la sonnerie, le laissant vibrer en silence. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau, suffocant dans ses derniers soubresauts. La raison de cet appel ? Au moment précis où l'encre du jugement de divorce avait séché, j'avais immédiatement annulé le virement mensuel de 10 000 francs. Cette pension que je versais à Martine. Julien, lui, était occupé. Il était à la maternité privée, au chevet de sa maîtresse, Chloé. Il ne savait rien de ce qui se passait ici. Enfin, il ne le savait pas jusqu'à ce que sa mère l'appelle en larmes parce que l'argent n'était pas arrivé. Son premier message était arrivé il y a 1 heure, chargé de l'indignation habituelle. « Tu es folle ou quoi ? Tu veux que ma mère meure de faim ? Tu vas continuer à être une mauvaise fille jusqu'au bout ?» Je n'avais pas répondu. Dehors, les cris de Martine commençaient à s'enrouer. Environ 10 minutes s'étaient écoulées. La performance touchait à sa fin. Je posai lentement ma tasse sur la petite table. Le son de la céramique contre le bois fut le seul bruit dans l'appartement. Je pris mes clés de voiture sur le crochet. Elles étaient froides. Ce contact métallique me rendit encore plus lucide. J'ai ouvert la porte. La lumière crue du couloir et le silence soudain m'assaillirent. Tous les regards se tournèrent vers moi. Vers moi. Les voisins, Martine. J'étais là, immobile sur le seuil. Je portais une robe couleur crème, à la coupe simple mais élégante. Je faisais distraitement tourner le porte-clés entre mes doigts, comme si cette femme effondrée au sol n'avait absolument rien à voir avec moi. En me voyant, les yeux de Martine s'illuminèrent d'un éclat nouveau. Elle avait trouvé sa cible. Elle rampa vers moi, tentant d'agripper mes jambes. « Élise, ma chère belle-fille, ma chérie, maman a eu tort, je sais que j'ai mal agi. » Je fis un léger pas de côté, juste assez pour l'éviter. Elle s'effondra sur le ventre, le front presque collé au paillasson, dans une posture d'humiliation absolue. « Ne sois pas si cruelle. Julien va me tuer. Il va vraiment me tuer, cette fois. » Je la regardai d'en haut. Un sourire si fin qu'il était presque invisible se dessina sur mes lèvres. « Il va vous battre. » Ma voix était basse, mais elle portait dans le silence tendu du couloir. Chaque voisin pouvait l'entendre. Parce que j'ai arrêté de vous envoyer les 10 000 francs chaque mois, ou parce que j'ai vendu la maison qu'il appelait encore son foyer. Le visage de Martine se figea. La douleur feinte laissa place à la stupeur, puis à une honte venimeuse. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je révèle tout, ici, devant tout le monde. Mon téléphone, dans ma poche, recommença à vibrer. C'était encore lui. Je le sortis. Devant les yeux écarquillés de Martine, je déverrouillai l'écran, ouvris mes contacts, trouvai Julien et appuyai sur « Bloquer ce contact ». Le geste était net, sans une seconde d'hésitation. Martine comprit que la comédie était terminée. La douceur ne fonctionnait plus. Son vrai visage refit surface. « Espèce de salope stérile !» Elle cracha les mots.
La famille Julien a vraiment eu la poisse le jour où elle t'a accueilli. Tu as mangé notre pain, vécu dans notre maison, et maintenant que tu as un peu d'argent, tu veux nous jeter? Tu peux toujours rêver. Ingrate, tu finiras seule et maudite. Stérile. Ce mot. Ce mot était comme un pic à glace rouillé, planté directement dans mon cœur. Le présent s'effaça. Je fus ramenée 2 ans en arrière. J'étais enceinte de 2 mois. Ce jour-là, j'avais refusé de donner de l'argent à son frère à elle, un joueur invétéré. Martine était entrée dans une colère noire. Elle m'avait insultée, hurlé dessus, puis elle m'avait poussée, violemment. Mon dos avait heurté le coin de la table basse en bois massif. J'avais senti une chaleur humide se répandre entre mes jambes, une douleur aiguë, comme un couteau. Je m'étais effondrée sur le carrelage froid. Mon visage était blême. J'avais cherché de l'aide auprès de mon mari, qui se tenait à quelques mètres de là. « Julien, aide-moi, notre bébé !» Il avait juste froncé les sourcils. Il s'était précipité, oui, mais pour soutenir sa mère, qui feignait un malaise. Martine, elle, avait craché cette phrase, d'un ton glacial. « Ce n'est rien du tout, pourquoi tu cries comme ça? Quand j'étais enceinte de Julien, je devais encore travailler au champ. Je ne suis pas morte, moi. » Et Julien, l'homme qui avait juré de me protéger, m'avait regardé avec reproche. « Élise, ne fais pas l'enfant. Maman ne l'a pas fait exprès. Elle est âgée. Tu ne peux pas céder un peu? Ça va tuer qui? Céder un peu? Ça va tuer qui? L'enfant que j'attendais plus que tout au monde. Mon enfant, disparu à jamais, à cause d'une poussée et d'un regard indifférent. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, le ciel était gris. Mon cœur, lui, était mort ce jour-là. À partir de cet instant, j'ai retiré mon masque, celui de la femme douce, obéissante et gentille, et j'ai commencé, silencieusement, à préparer ce jour. Aujourd'hui. La réalité me rattrapa, le couloir, les voisins, Martine. Je la regardais, ma voix désormais aussi froide que le marbre. « Madame, si vous voulez porter plainte, le poste de police est au bout de la rue. Ils ont l'habitude de gérer ce genre de scandale public. » Je me tournai vers les portes entr'ouvertes. Je m'excuse pour tout ce bruit. Je fis un léger signe de tête et commençai à refermer ma porte. Je voulais juste partir, laisser cette scène derrière moi. Mais juste à cet instant, un crissement de pneus assourdissant retentit dans la rue, en bas. Puis, des bruits de pas, des pas lourds, précipités, martelant les escaliers 4 à 4. Julien. Il arriva comme un taureau furieux. Il vit la scène. Sa mère, assise par terre, en larmes. Moi, debout, glacial, la clé de voiture à la main. Il perdit tout contrôle. « Élise, espèce de garce !» Il hurla, sa voix saturée de rage. Il leva la main et l'abattit vers mon visage. Une gifle. Le vent de son mouvement siffla à mon oreille. Les voisins retinrent leur souffle. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas esquivé. J'ai juste reculé mon visage d'un demi-centimètre. Sa main frappa le vide. L'air sembla se figer. Il perdit l'équilibre, manquant de tomber. Avant qu'il ait pu retrouver ses esprits, je sortis de mon sac à main le petit livret rouge. Il était encore tiède de ma poche. Je le lui tendis, juste devant ses yeux. Le certificat de divorce. Nos 2 photos, côte à côte, séparées à jamais par le tampon officiel, froid et circulaire. « Monsieur Julien, regardez bien !» Ma voix était posée, chirurgicale. « Entre vous et moi, il n'y a plus rien, absolument plus aucun lien. » Je fis une pause, le laissant absorber l'information. Si vous me frappez maintenant, la nature de cet acte change. Cela s'appelle une agression, des coups et blessures volontaires. Les yeux de Julien passèrent du livret rouge à mon visage. La rage s'était évaporée, remplacée par une incrédulité totale. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas comment la femme qui, pendant des années, avait tout supporté en silence pouvait se tenir là, si droite, si calme. Martine, au sol, semblait avoir compris avant lui. Elle cessa de pleurer. Elle me regardait comme si elle voyait un fantôme. « La maison !» balbutia Julien. « Tu as vendu la maison !»« C'est exact. Mais c'est ma maison !»
C'est là que j'ai grandi. C'est la maison de ma mère. C'est faux, répondis-je. C'était la maison que mes parents ont achetée. Elle était à mon nom, exclusivement. Vous n'étiez qu'un résident. Le silence qui suivit fut plus lourd que l'air d'été. Les voisins avaient maintenant ouvert leurs portes en grand. Le spectacle était trop intense pour être observé à travers un Judas. Tu as tout planifié, souffla-t-il. Je ne répondis pas. Je me contentai de ranger le certificat de divorce dans mon sac. Et l'argent ? Cria-t-il, retrouvant soudainement sa voix. L'argent de ma mère, les 10 000 francs, tu nous les dois. Je ne vous dois rien. Je le regardai droit dans les yeux, ce regard qu'il avait toujours évité. C'était une faveur, pas une obligation. Le divorce l'a annulée. Mais elle est vieille, elle n'a rien. Elle a un fils, répliquai-je. C'est à vous de prendre soin d'elle. Pas à moi, plus à moi. Martine se releva péniblement. Son visage n'était plus pitoyable. Il était rempli de haine pure. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? Siffla-t-elle. Tu nous as tout pris. Tu vas payer. Nous allons te poursuivre en justice. Pour abandon de personnes âgées. Pour vol. Vol ? Je souris presque. Quel bien ai-je volé, Martine ? La maison était à moi. L'argent sur mon compte était à moi. Les meubles ? Oh, les meubles ! Je fis une pause. Je les ai laissés sur le trottoir. Les éboueurs sont passés ce matin. C'était ma façon de vous aider à déménager. Julien devint livide. Les meubles de mon père. Les meubles que mon père a payés quand nous nous sommes mariés, corrigeai-je. Ne mélangeons pas tout. Julien tremblait. Il n'était pas un taureau furieux. Il n'était qu'un petit garçon qui venait de perdre tous ses jouets. Il se tourna vers sa mère. C'est de ta faute, hurla-t-il, la pointant du doigt. C'est toujours de ta faute, si tu l'avais laissé tranquille. Moi ? Cria Martine, outrée. C'est toi qui n'as pas su la tenir. C'est toi qui es allé voir cette petite traînée. Le drame avait changé d'acteur. Je n'étais plus le personnage principal. J'étais devenue la spectatrice. Ils commencèrent à s'insulter, là, dans le couloir, devant tout le monde, se rejetant la faute de leur propre cupidité, de leur propre cruauté. Assez, dis-je fermement. Ils s'arrêtèrent, surpris. Je dois y aller, j'ai un rendez-vous. Je fis un pas pour passer. Julien me bloqua le passage. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son haleine aigre, l'odeur de sa panique. Tu ne peux pas partir, Élise. Tu ne peux pas nous faire ça. Sa voix était devenue suppliante, une supplication laide, égoïste. Je pense au bébé. Il dit cela. Il osa dire cela. Le froid dans mes veines se transforma en glace. Notre bébé, Élise, celui que nous avons perdu. Il n'aurait pas voulu ça. Je le regardais. Je regardais cet homme qui n'avait pas bougé un doigt quand j'étais au sol, en train de perdre notre enfant. Je regardais cet homme qui avait choisi sa mère plutôt que sa femme et son fils à naître. Je levai la main. Il tressaillit, croyant que j'allais le frapper. Mais je ne fis que repousser doucement son épaule. N'utilise pas sa mémoire pour excuser ta faiblesse, Julien. Ma voix était si basse qu'il fut le seul à l'entendre. Tu l'as laissé mourir ce jour-là. Tout comme tu as laissé mourir mon amour pour toi. Je le contournai. Ne revenez plus jamais, ni l'un, ni l'autre. Je me dirigeai vers l'ascenseur. Derrière moi, j'entendis Martine hurler à nouveau, mais cette fois, ce n'était plus pour moi. C'était contre son fils. Tu vois ce que tu as fait. Imbécile ! J'appuyai sur le bouton. Les portes métalliques s'ouvrirent. Je rentrai à l'intérieur. Avant qu'elles ne se referment, mon regard croisa une dernière fois celui de Julien. Il n'y avait plus de rage, juste un vide immense. La réalisation qu'il avait tout perdu, non pas à cause de moi, mais à cause de lui-même. Les portes pépèmes se fermèrent. Le silence. Tandis que l'ascenseur descendait, je regardais mon reflet dans le miroir déformant. Je ne pleurais pas, je n'étais pas triste, je n'étais même pas en colère. J'étais juste libre. L'air à l'extérieur de l'immeuble était tout aussi lourd, mais pour la première fois depuis 2 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je montai dans ma voiture. Je mis le contact. La climatisation se mit en marche, soufflant un air frais sur mon visage.
Mon rendez-vous pouvait attendre. Je pris mon téléphone. Je n'avais pas bloqué le numéro de sa maîtresse. J'écrivis un simple message à Chloé. Julien sait que la maison a été vendue. Il n'a plus un sou. Bonne chance. J'envoyai le message. Puis, je démarrai la voiture et m'éloignai de cette rue, sans jamais regarder dans le rétroviseur. Je conduisais sans but précis. La ville défilait derrière la vitre, un flou de chaleur et de béton. Je n'avais pas de rendez-vous. C'était un mensonge, un simple mécanisme de défense pour quitter cette scène. Mon véritable rendez-vous, c'était avec moi-même. Le message envoyé à Chloé n'était pas un acte de sororité. C'était un coup stratégique. Julien, privé de son foyer et de l'argent de sa mère, qui était en fait mon argent, allait reporter toute sa frustration sur sa nouvelle source de problème, la femme qui portait un enfant qui n'était peut-être même pas le sien. Je semais le chaos dans leur chaos. Je me garai près d'un petit parc, coupais le moteur. Le silence de la voiture était assourdissant après la performance de Martine. Je fermai les yeux et l'image de la gifle manquée de Julien me revint. Ce n'était pas la première fois qu'il levait la main. Mais les fois précédentes, c'était différent. C'était des gestes d'impatience, des bousculades accidentelles, des doigts serrés trop fort sur mon bras, des agressions minimisées, toujours suivies d'excuses mielleuses et de reproches. Tu sais que je suis stressée. Pourquoi tu me pousses à bout? Si tu ne m'avais pas répondu, je n'aurais pas réagi comme ça. C'était toujours de ma faute. La première année de notre mariage avait été presque normale. Julien était attentionné, presque charmant. Martine était distante, mais polie. Elle acceptait les cadeaux que je lui faisais, l'argent que je lui donnais pour ses petits plaisirs. Mes parents m'avaient mise en garde. Élise, cet homme est faible, m'avait dit mon père. Un homme qui pesait ses mots. Et un homme faible qui dépend d'une mère forte est une bombe à retardement. Je n'avais pas écouté. J'étais amoureuse de l'idée de l'amour, de l'idée de construire une famille. Julien était le moule parfait pour mes attentes. La maison, celle que je venais de vendre, avait été le cadeau de mariage de mes parents. Une belle maison dans un quartier résidentiel, assez grande pour nous, pour Martine, et pour les enfants à venir. C'est à ton nom, Élise, avait insisté ma mère. Quoi qu'il arrive, c'est ta sécurité. Je trouvais cela cynique à l'époque. Aujourd'hui, je comprenais que ce n'était pas du cynisme. C'était de la prévoyance. Les choses avaient commencé à se dégrader quand Julien avait perdu son emploi dans la finance, victime d'une restructuration. Il avait trouvé un autre poste, moins bien payé, plus précaire. Son ego en avait pris un coup. Et Martine avait emménagé chez nous. Pour t'aider, ma chérie, avait-elle dit, ses yeux parcourant le salon, calculant déjà la valeur des meubles. Un homme a besoin de sa mère quand les temps se sont durs. Les temps étaient devenus durs, en effet. Elle s'était immiscée dans chaque aspect de notre vie. La façon dont je tenais la maison, la nourriture que j'achetais, les vêtements que je portais. Trop cher. Tu gaspillais l'argent de mon fils. Mais c'est mon argent, Martine. Je gagne plus que lui. Cette phrase avait été une erreur. À partir de là, je n'étais plus la belle fille. J'étais l'usurpatrice, celle qui humiliait son fils par sa simple réussite. Julien, pris entre deux feux, avait choisi le camp le plus facile, celui de sa mère. Il était plus simple de me demander de céder que d'affronter Martine. Je devins leur banquière. Les 10 000 francs par mois n'étaient que la partie visible. Il y avait l'argent pour son frère joueur, les vacances de ses cousines, les rénovations de la maison de campagne familiale qui n'existait même pas. Je payais. Je payais pour la paix. Je payais pour que Julien me regarde avec un peu de cette tendresse que j'avais connue au début. Mais la paix n'est jamais venue. Et puis, je suis tombée enceinte. Ce fut une surprise. Après des mois d'essais infructueux, après que Martine m'eut suggéré à voix haute que j'étais peut-être défectueuse, le test était enfin positif. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans une bulle de bonheur fragile. Julien semblait heureux. Il me touchait le ventre, parlait de prénoms. Même Martine s'était adoucie. Elle me préparait des soupes, me disait de me reposer. Je pensais que cet enfant allait tout réparer. Quelle idiote j'avais été! L'enfant n'était pas un pont. C'était un enjeu. Le jour où tout a basculé, c'était un mardi. Le frère de Martine avait encore des dettes. 100 000 francs. Il faut le payer, Élise, avait dit Julien.
évitant mon regard. Sinon, ils vont lui casser les jambes. Non, Julien, c'est fini. Cet argent, c'est pour le bébé, pour son avenir. Martine était entrée dans la pièce à ce moment-là. Quel avenir avait-elle ricané. Tu crois qu'un bout de fœtus vaut plus que la vie de mon frère? C'est mon enfant, avais-je crié, la main sur mon ventre. Ce n'est rien du tout, avait-elle hurlé. Tu n'es qu'une incubatrice. L'enfant appartient à la famille Julien, et l'argent aussi. Elle s'était approchée, menaçante. Donne-moi l'argent, espèce d'égoïste. J'avais reculé. Non. Et c'est là qu'elle m'avait poussé. Je me souviens du choc, du bruit sourd de mon corps contre le coin de la table, et de la douleur, une douleur si intense, si profonde, qu'elle avait aspiré tout l'air de mes poumons. Je me souviens du regard de Julien. Il n'avait pas bougé. Il était paralysé. Je me souviens du sang. Je me souviens du silence dans l'ambulance. Je me souviens de la salle d'hôpital, blanche et froide. Nous sommes désolés, madame. La grossesse est interrompue. Mon cœur n'est pas mort ce jour-là. Il a été assassiné. Quand Julien est enfin arrivé, des heures plus tard, il était avec sa mère. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air ennuyée. « C'est un accident !» avait dit Julien, les mains dans les poches. Je l'avais regardé. Je n'avais plus de larmes. « Un accident ?» Elle m'a poussé, Julien. « Tu l'as provoqué, Élise. Tu sais comment elle est. Et il avait dit ça. Tu l'as provoqué. J'ai fermé les yeux. J'ai vu mon enfant, une petite lumière que je n'avais jamais vue, s'éteindre. « Sors, avais-je murmuré. « Quoi ? Sors de cette chambre et prends-la avec toi. Élise, ne sois pas dramatique. »« Dehors !» j'avais hurlé. Une infirmière était accourue. Ils étaient partis. Ce soir-là, seul dans le lit d'hôpital qui sentait l'antiseptique, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas divorcer. Pas tout de suite. Divorcer, c'était leur donner une porte de sortie facile. C'était leur permettre de dire que j'étais hystérique à cause de la fausse couche. Non, j'allais rester. J'allais sourire. J'allais être la parfaite Élise. Et j'allais tout leur prendre. Les 2 années qui suivirent furent un chef-d'œuvre de duplicité. Je devins la belle-fille modèle. Je redonnais les 10 000 francs par mois à Martine. Je payais les dettes de son frère. J'achetais une nouvelle voiture à Julien. Je les laissais croire qu'ils avaient gagné, que j'étais brisée, soumise. Pendant ce temps, je travaillais. Je travaillais comme une acharnée. J'ai obtenu une promotion. J'ai ouvert des comptes d'investissement secrets. J'ai engagé un détective privé. C'est comme ça que j'ai découvert Chloé. Ce n'était même pas difficile. Julien était devenu arrogant. Il se croyait intouchable. Il utilisait la carte de crédit que je payais pour emmener sa maîtresse dans des hôtels de luxe. Il avait même commencé à siphonner de l'argent de son propre travail. Des petits montants, d'abord. Puis des plus gros, pour elle, pour le bébé qu'elle lui avait promis. Le comble de l'ironie. L'homme qui n'avait pas levé le petit doigt pour sauver son propre enfant légitime dépensait des fortunes pour un enfant adultère. J'ai rassemblé les preuves, les relevés bancaires, les photos, les notes d'hôtel. Et j'ai attendu. J'ai attendu le bon moment. Le bon moment est arrivé quand Chloé est entrée dans son dernier trimestre de grossesse. Julien était distrait, euphorique. Martine était insupportable, se vantant déjà d'avoir bientôt un vrai petit-fils. Il y a 2 semaines, j'ai mis la maison en vente. Grâce à une agence discrète et efficace, elle a été vendue en quelques jours. L'argent a été transféré sur un compte sécurisé auquel seul moi avais accès. Il y a 1 semaine, j'ai loué ce nouvel appartement. Hier, j'ai signé l'acte de vente final. Ce matin, j'ai rencontré mon avocat. Il a déposé la demande de divorce avec une clause de consentement mutuel que j'avais fait signer à Julien des mois auparavant, sous prétexte de protéger nos actifs d'un éventuel procès lié à son travail. Il l'avait signée sans la lire. Il était tellement habitué à ce que je gère tout qu'il ne voyait plus les pièges. Le juge a tamponné les papiers à 11 heures ce matin. À 11 heures et 1 minute, j'étais une femme libre. À 11 heures et 2 minutes, j'ai annulé le virement permanent à Martine. Et j'ai attendu. Mon téléphone sonna,
me tirant de mes souvenirs. Ce n'était pas Julien. C'était un numéro inconnu. Je décrochai. Allô? Une voix de femme, jeune, hésitante, en colère. C'est Chloé. Ah, le message avait été reçu. Je ne sais pas quel est votre jeu, Élise, mais je n'aime pas ça. Je n'ai pas de jeu, Chloé. C'est la vérité. La maison, il est vendue. Il n'a plus rien. Il m'a promis. Il m'a promis cette maison. Il a dit que vous alliez divorcer et qu'il me la donnerait. Il vous a menti, comme il m'a menti. Il y eut un silence. Je l'entendais respirer, peut-être pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Sanglota-t-elle. Je suis sur le point d'accoucher. Il devait payer la chambre privée à la clinique. C'est votre problème, Chloé, pas le mien. Vous êtes un monstre, cracha-t-elle. Non, répondis-je calmement. Je suis juste la personne qui payait les factures. Et j'ai arrêté. Si vous voulez être payé, adressez-vous à Julien ou à Martine. Cette vieille sorcière, c'est elle qui m'a poussé à le faire. Je me redressai sur mon siège. Quoi? C'est Martine. Elle m'a trouvée. Elle m'a payé pour que je tombe enceinte de Julien. Le sang dans mes veines se glaça. Elle disait que vous étiez stérile, que vous étiez inutile. Elle voulait un héritier. Elle m'a promis la moitié de la maison si je lui donnais un petit-fils. Je ne pouvais pas respirer. Ce n'était pas seulement de la cruauté. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était prémédité. La fausse couche? Martine m'avait poussée. Était-ce? Chloé, dis-je, ma voix tremblant pour la première fois. Est-ce qu'elle vous a parlé de ma fausse couche? Bien sûr, dit-elle, comme si c'était évident. Elle s'en vantait. Elle disait qu'elle s'était débarrassée du problème. Elle disait que vous étiez faible et que de toute façon, votre enfant aurait été aussi faible que vous. Elle s'était débarrassée du problème. L'air dans la voiture devint irrespirable. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une dispute qui avait mal tourné. C'était un meurtre. Elle avait tué mon enfant, intentionnellement. Et Julien, tu l'as provoqué, Élise. Il savait. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Il connaissait sa mère. Il avait vu la haine dans ses yeux. Il était complice. La colère froide que j'avais ressentie jusqu'à présent se transforma en une rage pure, brûlante, volcanique. Ce n'était plus une question d'argent, ce n'était plus une question de divorce, c'était une question de justice. Chloé, dis-je, ma voix retrouvant un calme terrifiant. Où êtes-vous? Je suis à la clinique Pereire. Pourquoi? Restez-y, ne bougez pas, Julien va sûrement arriver, il va être furieux. Je sais, qu'est-ce que je dois faire? Enregistrez-le. Quoi? Prenez votre téléphone, activez l'enregistreur vocal, provoquez-le, demandez-lui ce qu'il comptait faire, demandez-lui ce que sa mère vous a promis, demandez-lui s'il savait pour ma fausse couche. Mais il va me frapper. Probablement, mais vous aurez la preuve, et avec cette preuve, Chloé, vous n'aurez plus besoin de lui. Vous pourrez le poursuivre, et je vous aiderai. Il y eut un long silence. Pourquoi m'aideriez-vous? Je suis votre ennemi. Nous avons un ennemi commun, Chloé. Julien. Et surtout, Martine. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait, et pour ce qu'ils vous font. Je l'entendais réfléchir. La peur luttait contre l'avidité. D'accord, dit-elle finalement. Je vais le faire, mais vous me le payerez. Je ferai mieux. Je vous donnerai le meilleur avocat. Je raccrochai. Mes mains tremblaient sur le volant. Je redémarrai la voiture. Je n'allais pas rentrer chez moi. Je savais exactement où j'allais. Je me dirigeai vers le commissariat de police du quartier où se trouvait l'ancienne maison. L'abandon de personnes âgées, c'était du bluff de la part de Martine. Mais un homicide involontaire, ou peut-être même volontaire, aggravé par le fait que le complice était son propre fils, ça que c'était bien réel. La partie ne faisait que commencer. Je n'ai pas conduit vite. Ma rage n'était pas explosive. Elle était froide, dense, lourde comme du mercure. Chaque mot de Chloé tournait en boucle dans mon esprit. Elle s'en vantait. Elle disait qu'elle s'était débarrassée du problème. Débarrassée du problème.
Le problème, c'était mon enfant. Le problème, c'était moi, la femme qui refusait de céder l'argent de sa propre famille pour éponger les dettes d'un joueur. Pendant 2 ans, j'avais vécu avec l'idée que j'étais la victime d'un accident tragique, d'une négligence impardonnable. Pendant 2 ans, j'avais pleuré la perte de mon bébé et la lâcheté de mon mari. La vérité était tellement plus sombre. Ce n'était pas de la négligence. C'était une éradication. Martine ne m'avait pas juste poussée dans un accès de colère. Elle avait vu une opportunité. L'opportunité de me briser, de me soumettre et de me retirer. La seule chose qui aurait pu me donner un peu de pouvoir dans cette famille. La maternité. Et Julien, tu l'as provoqué, Élise. Cette phrase, qui m'avait hantée pendant 730 jours, prenait un sens nouveau et monstrueux. Ce n'était pas une excuse pour couvrir sa mère. C'était une absolution. Il avait choisi. Il avait choisi sa mère, qui venait de tuer son enfant, plutôt que sa femme, qui gisait dans son propre sang. Il n'était pas seulement faible, il était complice. Il était aussi coupable qu'elle. Mon plan initial semblait soudainement si dérisoire. Les priver d'argent, vendre une maison, c'était une punition pour des voleurs, pour des escrocs. Ce n'était pas une punition pour des assassins. J'arrivai devant le commissariat. Les portes vitrées reflétaient le ciel d'après-midi d'un bleu indifférent. Je restai assise dans la voiture pendant 1 minute entière. Je savais ce que ce geste impliquait. Entrer ici, ce n'était pas simplement demander le divorce. Ce n'était pas une affaire civile, c'était une affaire criminelle. C'était tracer une ligne définitive. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de négociation, pas de tourner la page. Ce serait la guerre. Une guerre totale, sale, publique. Ils allaient me traîner dans la boue. Ils allaient utiliser ma douleur, ma stérilité, mon chagrin, pour me dépeindre comme une folle vindicative. Julien allait utiliser tout ce que je lui avais un jour confié contre moi. J'ai posé ma main sur mon ventre. Il n'y avait rien, juste le vide. Mais je me souvenais de la chaleur, de l'espoir. De cette petite vie qui avait existé, si brièvement. Elle méritait mieux qu'une vengeance financière. Elle méritait la justice. Je coupai le contact. Je sortis de la voiture. L'intérieur du commissariat était fonctionnel, impersonnel. L'odeur du café tiède et du papier. Un agent derrière une vitre blindée leva les yeux, l'air las. « C'est pourquoi, madame ?» Ma gorge était sèche. J'ai dû déglutir. Je voudrais déposer une plainte. Contre qui? Pour quel motif? Vol? Agression? Je pris une profonde inspiration. Pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. L'agent cessa de mâcher son chewing-gum. Il se redressa. La mort de qui, madame? De mon enfant à naître. Son expression changea. La lassitude disparut, remplacée par une gravité soudaine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais appeler un inspecteur. J'attendis sur une chaise en plastique inconfortable. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde était une occasion de douter. Tu n'as pas de preuves concrètes. C'est ta parole contre la leur. C'était il y a 2 ans. Pourquoi maintenant? Ils vont dire que tu te venges parce que ton mari t'a quitté pour une autre. Et c'est vrai, ils allaient le dire. Mais la vérité, c'est que mon mari ne m'avait pas quitté. C'était moi qui l'avais quitté. Et la vérité, c'est que Chloé existait. Et Chloé parlait. Une femme en civil, la quarantaine, les cheveux tirés en un chignon sévère mais des yeux vifs, s'approcha de moi. « Madame Élise, je suis le lieutenant Rivière. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elle me conduisit dans un petit bureau. Il y avait un ordinateur, des piles de dossiers et 2 tasses sales. « Prenez place, l'agent m'a expliqué le motif. C'est une accusation très grave. » Elle s'assit en face de moi. Elle n'ouvrit pas de carnet. Elle me regarda, simplement. « Racontez-moi, depuis le début, et prenez votre temps. » Et je parlais. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Ma voix était plate, précise, chirurgicale. J'ai donné la date, l'heure, le lieu. J'ai décrit la dispute, l'argent pour le frère de Martine. J'ai décrit la poussée. Elle m'a projetée en arrière. Je n'ai pas pu me rattraper.
Mon dos, le bas de mon dos, a heurté le coin de la table basse. Et votre mari, monsieur Julien, où était-il? Il était dans la pièce, à 3 mètres de moi. Il a tout vu. Qu'a-t-il fait? Rien. Le lieutenant Rivière nota quelque chose mentalement. Il n'a rien fait, répétai-je. Il a regardé, j'étais au sol, je saignais, et il s'est approché de sa mère pour voir si elle allait bien. Et ensuite? Il m'a dit que c'était de ma faute, que je l'avais provoqué. Vous êtes allé à l'hôpital? Oui, j'ai perdu l'enfant, grossesse interrompue. J'ai le dossier médical. Pourquoi ne pas avoir porté plainte à ce moment-là, madame? C'était la question piège, la question logique. Parce que j'étais en état de choc, dis-je. Parce que je croyais que c'était un accident, une dispute horrible, une négligence impardonnable. Je pensais que mon mari était un lâche. Je ne pensais pas qu'il était un monstre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? J'ai reçu une information, un témoignage. Je lui ai expliqué la situation. Julien, sa maîtresse, Chloé, l'enfant à naître de Chloé. Il s'avère que ma belle-mère, Martine, a engagé cette femme pour qu'elle tombe enceinte, pour avoir un héritier puisque j'étais devenue inutile. Les yeux du lieutenant se durcirent. Et cette femme, Chloé, m'a contactée aujourd'hui. Elle est terrifiée. Julien n'a plus d'argent, je l'ai coupé de toutes mes ressources ce matin après la signature du divorce. Continuez. Chloé m'a dit que Martine s'était vantée, devant elle, qu'elle s'était vantée de s'être débarrassée du problème en me poussant ce jour-là. Le lieutenant Rivière ouvrit enfin un dossier sur son ordinateur. Elle commença à taper. « Cela change tout, dit-elle. D'un homicide involontaire, on passe à quelque chose qui pourrait être prémédité. Et la non-assistance à personne en danger de la part de votre mari est évidente. Sa complicité. Il savait, dis-je. Il devait savoir. C'est ce qu'il faudra prouver. Le témoignage de cette Chloé sera crucial, mais elle est elle-même impliquée dans une affaire de transactions douteuses. Sa crédibilité sera attaquée. Je sais. Nous avons votre parole contre la leur. Martine n'avouera jamais. Julien niera. J'hochai la tête. C'était le point faible. Je savais ce que j'avais demandé à Chloé de faire, mais je ne savais pas si elle l'aurait fait. C'était un pari. Mon téléphone vibra dans mon sac. Je le sortis. Un message de Chloé. Il n'y avait pas de texte, juste un fichier audio. Mon cœur cessa de battre. « Lieutenant, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Je crois que je l'ai. La preuve. » Je regardai l'inspectrice. Je l'ai demandé à Chloé. Je lui ai dit d'enregistrer Julien quand il arriverait à la clinique. Il allait être furieux à cause de l'argent et de la maison. Je lui ai dit de le pousser à parler, de parler de l'accident. Le lieutenant Rivière se pencha en avant. « Écoutons, cela. » J'appuyai sur play. L'enregistrement était de mauvaise qualité. On entendait des bruits d'hôpital en fond. D'abord, la voix de Chloé, aiguë, pleurnicharde. « Julien, tu m'as menti. Il n'y a pas de maison. Elle a tout pris. » Puis la voix de Julien, hurlante, méconnaissable. « Tais-toi, tais-toi, c'est de ta faute, c'est toujours de votre faute. À vous les femmes. » Moi, mais c'est ta mère qui m'a tout promis. Elle m'a dit que je n'avais qu'à te donner un fils et qu'elle se débarrasserait de l'autre. Silence. Un bruit de souffle. Quoi? La voix de Julien soudain plus basse. Elle me l'a dit. Elle a dit qu'elle s'était débarrassée d'Élise, enfin de son problème. Elle l'a poussée, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'aurait jamais dû te dire ça, cette vieille folle. Julien, en chuchotant. Alors c'est vrai? Chloé, haletante. Tu savais? Tu savais qu'elle l'avait fait exprès? Il y eut un bruit sourd, peut-être une gifle. Chloé poussa un cri. Puis la voix de Julien, claire, glaciale, pleine de venin. Oui, oui, je savais. Tu crois quoi? Tu crois que j'allais la laisser me détruire? Elle tenait les cordons de la bourse. C'était ma mère ou elle. Il fallait bien choisir. Ma mère. Ou ce truc qu'elle avait dans le ventre. J'arrêtai l'enregistrement. Le silence dans le bureau était total. Je levai les yeux vers le lieutenant Rivière. Son visage était impassible, mais ses jointures étaient blanches, ses mains serrées sur son bureau. Elle prit une profonde inspiration. « Madame Élise,
Je vais prendre votre déposition officielle. Elle alluma l'enregistreur officiel de la police. Je vais également envoyer immédiatement une équipe à la clinique Pereire pour assurer la sécurité de mademoiselle Chloé et pour interpeller votre mari pour agression et pour ce que nous venons d'entendre. Elle me regarda. Quant à Martine Julien, nous irons la chercher chez elle, ou là où elle se trouve. Je hochai la tête. Je ne ressentais aucune victoire. Je ne ressentais aucun soulagement. Je ressentais seulement le poids écrasant de ces 2 années de mensonges. Et le froid infini de ce que j'avais entendu. Ce truc qu'elle avait dans le ventre. La porte de ma vie d'avant n'était plus seulement fermée. Elle était scellée, et le mandat d'arrêt était le clou sur le cercueil. La guerre avait commencé. Ma déposition officielle dura 1 heure de plus. 1 heure pendant laquelle je répétais les faits, encore et encore, ma voix devenant de plus en plus mécanique. L'enregistreur de la police tournait, capturant chaque syllabe, chaque silence. Je n'étais plus une femme en deuil, j'étais un témoin. J'étais l'archive vivante de leur cruauté. Le lieutenant Rivière était méthodique. Elle voulait les détails de mes finances. Les preuves que la maison m'appartenait. Les relevés de compte montrant les 10 000 francs versés chaque mois à Martine, puis les paiements supplémentaires pour son frère, le joueur. J'avais tout. Pendant 2 ans, j'avais été une comptable méticuleuse de ma propre misère. « C'est parfait, Madame Élise, dit-elle enfin, fermant son dossier. Vos preuves financières corroborent le mobile. L'avidité. » Elle éteignit l'enregistreur. « Une équipe est en route pour la clinique. Une autre se dirige vers votre ancien domicile pour localiser Martine Julien. Si elle n'y est pas, ils iront à votre nouvelle adresse. » Je tressaillis. L'idée de la voir à nouveau, même entourée de policiers, me donnait la nausée. « Lieutenant, qu'est-ce qui va se passer, maintenant ?» Elle me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer. Ce n'était pas de la pitié. C'était du respect professionnel. « Maintenant, madame, l'affaire devient publique. Ils vont être arrêtés. Ils seront interrogés. Ils prendront des avocats. Et ces avocats vont tenter de vous démolir. » Elle se leva, me tendant ma carte d'identité. « Ils diront que vous êtes une femme bafouée, vengeresse. Ils utiliseront le fait que vous avez attendu 2 ans. Ils utiliseront Chloé, la maîtresse, contre vous, en disant que vous l'avez manipulée. Mais l'enregistrement est accablant, concéda-t-elle. Mais un bon avocat tentera de le faire rejeter. Enregistrement illégal, obtenu sous la contrainte, ils essaieront tout. » Elle posa sa main sur la poignée de la porte. « Rentrez chez vous, verrouillez votre porte, ne parlez à personne, surtout pas aux journalistes, et prenez un avocat, un très bon, pas pour vous défendre, mais pour vous représenter en tant que partie civile. » Pour la mémoire de votre enfant ? Je hochai la tête, les jambes tremblantes. Je sortis du commissariat. L'air de l'après-midi me frappa comme un mur. Le soleil brillait encore. Les gens riaient aux terrasses des cafés. Le monde continuait de tourner, ignorant le gouffre qui venait de s'ouvrir sous mes pieds. Je retournai à mon appartement. Le trajet fut un brouillard. Je ne me souviens pas des rues, ni des feux rouges. Je me souviens seulement du silence dans ma voiture. Un silence si absolu qu'il en était douloureux. Arrivé dans mon nouvel appartement, je fermai la porte à double tour. Le silence ici était différent. Il n'était pas vide, il était lourd. Je me dirigeai vers la cuisine. Mes mains tremblaient si fort que je faillis laisser tomber ma tasse. Je me préparai un café. Le rituel. La seule chose normale dans cette journée apocalyptique. Je m'assis sur le canapé. Et j'attendis. Je ne savais pas quoi. Je regardai mon téléphone posé sur la table basse. Il était silencieux. Pendant 1 heure, le monde s'était arrêté. Et puis, il explosa. Le téléphone vibra si violemment qu'il faillit tomber de la table. Un numéro inconnu. Je décrochai, la gorge serrée. « Madame Élise ?» Une voix d'homme, pressée, mielleuse. « Ici, Bernard Lemoine, du Parisien. Nous avons une information concernant l'arrestation de votre mari, Monsieur Julien, à la clinique Pereire pour des faits d'une extrême gravité. Pouvez-vous confirmer ?» Je raccrochai. Immédiatement, il sonna à nouveau. Un autre numéro. Je coupai la sonnerie. Puis, les messages commencèrent à affluer. Des amis, des connaissances, des collègues. « Élise, je viens de... »
de voir un truc fou sur Twitter. Dis-moi que c'est faux. Élise, qu'est-ce qui se passe? La police était chez tes beaux-parents. J'ai entendu que Julien avait été arrêté pour agression sur sa nouvelle copine. La nouvelle se répandait, mais elle était déformée. Puis vint le premier coup de poignard. Un message d'une cousine de Julien, une femme que j'avais toujours détestée, imbue d'elle-même et aussi cupide que sa tante Martine. Elle ne m'envoya pas un message. Elle m'identifia dans une publication sur les réseaux sociaux. Une publication publique. Je suis choquée par la méchanceté de certaines personnes. Mon pauvre cousin Julien, un homme si doux, vient d'être victime d'un complot horrible de la part de son ex-femme, Élise. Cette femme, incapable de lui donner un enfant, n'a pas supporté qu'il refasse sa vie. Mon sang se glaça. Non seulement elle l'a ruiné en lui volant la maison familiale, mais maintenant elle l'accuse des pires choses, allant jusqu'à inventer des histoires sur sa pauvre mère, Martine, qui est actuellement hospitalisée après un malaise causé par cette sorcière. Honte à toi, Élise. Hospitalisée? Martine? Était-ce vrai? Ou était-ce une autre de ses performances? Je savais que le lieutenant Rivière avait dit qu'ils allaient l'arrêter. Avait-il trouvé une femme évanouie, feignant une crise cardiaque? La publication avait déjà des dizaines de commentaires. Quelle horreur! Pauvre Julien! C'est ça, les femmes modernes, vengeresses et sans cœur. J'espère qu'il va la poursuivre pour diffamation. C'était donc ça. La guerre, ce n'était pas une guerre de fait, c'était une guerre de perception. J'étais la femme stérile et vengeresse. Ils étaient les victimes. Je sentis une vague de désespoir monter. Plus froide, plus sombre que la rage. Avais-je bien fait? Allais-je vraiment pouvoir gagner contre cette montagne de mensonges, contre une famille entière prête à tout pour protéger son pauvre Julien? C'était ça, le moment of doubt. Pas une seconde de doute sur la culpabilité de Julien, mais un doute écrasant sur ma propre capacité à survivre à ce que j'avais déclenché. Je me sentais seule, terriblement seule. Je pris mon téléphone. Je composai le seul numéro qui avait encore un sens. Maman. Ma voix se brisa. Élise, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix. Maman, papa, j'ai fait quelque chose. Et je leur racontai tout. Pas la version courte. Tout. La fausse couche, le silence de Julien, les 2 ans de préparation, la vente de la maison, la découverte de Chloé, et l'enregistrement. Elle s'est débarrassée du problème. Oui, je savais. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, un silence si lourd que je crus qu'ils avaient raccroché. Puis j'entendis mon père. Sa voix était basse, presque méconnaissable. Élise, reste où tu es, ne parle à personne. Ta mère et moi, on arrive, on sera là dans 2 heures. Papa, vous n'avez pas à... Nous arrivons, coupa-t-il. Et Élise? Oui? Tu as bien fait. Tu as fait la seule chose à faire. Nous sommes fiers de toi. Et il raccrocha. Je laissai échapper le souffle que je retenais. Nous sommes fiers de toi. Les larmes que je n'avais pas versées devant Martine, ni devant Julien, ni devant la police, commencèrent à couler. Des larmes chaudes, silencieuses. Je n'étais plus seule. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un journaliste. Ce n'était pas un ami. C'était un numéro de bureau. Un cabinet d'avocat. Je me rappelais les mots du lieutenant Rivière. Prenez un avocat. J'essuyais mes larmes. Je décrochais. Allô? Madame Élise? Une voix de femme, posée, dynamique. Je m'appelle Maître Valois. Je suis l'avocate de mademoiselle Chloé. Mon cœur s'arrêta. Comment va-t-elle? Julien? Ma cliente est en sécurité, madame. La police est intervenue juste à temps. Monsieur Julien est devenu très violent. Elle est sous le choc, mais elle va bien. Elle et le bébé. Elle vous remercie d'avoir prévenu les autorités. Et elle veut toujours témoigner? C'est plus que ça, madame, dit maître Valois. Ma cliente est furieuse. Elle a été manipulée par Martine et Julien tout autant que vous, bien que différemment. Elle a cru à leurs promesses. Elle a cru qu'elle allait avoir une vie de famille. Elle fit une pause. Ma cliente est prête à tout pour qu'il paye. Elle m'a remis des documents. Des documents? Julien n'était pas seulement cruel, madame. Il était aussi stupide. Il a gardé des traces de ses malversations financières.
Mon esprit se mit en marche. Le détective, les soupçons de détournement de fonds. Il volait son entreprise? Précisément, pour payer les frais de clinique de mademoiselle Chloé, pour lui acheter des cadeaux, pour payer les dettes de jeu du frère de Martine. Il a détourné une somme considérable. C'était la pièce manquante. Ma cliente m'a remis des relevés de compte, des virements qu'il lui a envoyés depuis un compte professionnel qui n'est pas le sien. Elle avait gardé cela comme assurance. Il s'avère que c'était une très bonne idée. Je comprenais où elle voulait en venir. L'accusation de meurtre ou d'homicide reposait sur un enregistrement que la défense allait attaquer. Mais le détournement de fonds, c'était du concret, c'était des chiffres, c'était des preuves irréfutables. Ma cliente est prête à remettre ces documents au procureur, continua l'avocate, en échange bien sûr d'une certaine clémence concernant son propre rôle dans cette transaction. Elle n'est pas seulement mon témoin principal, dis-je lentement. Elle est aussi celle qui va le couler financièrement. Exactement, madame Élise. Ils ne pourront pas vous dépeindre comme une simple femme jalouse s'il y a des accusations criminelles multiples et prouvées. L'alliance était scellée. Moi, la femme légitime. Chloé, la maîtresse. Nous étions les deux faces d'une même pièce. Les deux victimes de Julien et Martine. Et ensemble, nous allions les détruire. Maître Valois, dis-je, ma voix retrouvant toute sa force, accepteriez-vous de me représenter également ? Il y eut un léger rire à l'autre bout du fil. J'espérais que vous le demanderiez. J'ai déjà commencé à préparer les documents pour votre constitution de partie civile. Julien et Martine vont avoir une très mauvaise journée. La bataille venait de commencer. Mais pour la première fois, je savais que je n'étais pas seulement en train de me défendre. J'étais en train d'attaquer. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu ? Je suis restée assise sur le canapé, dans le silence de mon nouvel appartement. Le café avait refroidi dans ma tasse. Je regardais la nuit céder la place à une aube grise, couleur de cendre. Chaque heure était ponctuée par la vibration de mon téléphone. Les journalistes, les amis de Julien, sa famille, chaque message, chaque publication sur les réseaux sociaux était une nouvelle pelletée de terre jetée sur mon nom. J'étais l'épouse stérile. J'étais la folle vengeresse. J'étais la femme dragon qui n'avait pas supporté que son mari trouve enfin le bonheur. Ils étaient si doués pour inverser les rôles. Pendant des années, j'avais été la victime silencieuse de leur cupidité. Aujourd'hui, j'étais l'agresseur public. Vers 6 heures du matin, la sonnette retentit. Mon corps se figea. Étaient-ce eux, la famille de Julien, un journaliste assez audacieux pour venir frapper à ma porte? La sonnette retentit à nouveau, plus insistante, mais calme. Je me traînai jusqu'à la porte, regardé par le Judas, et mon souffle se coupa. Mon père et ma mère. J'ouvris la porte, mes mains tremblant si fort que j'eus du mal à tourner la clé. Ils se tenaient là. Mon père, son visage habituellement si calme, était dur comme la pierre. Ma mère, ses yeux rougis, mais elle ne pleurait pas. Elle se tenait droite. Je n'eus pas besoin de dire un mot. Ma mère me prit dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte de pitié. C'était une étreinte de protection. Une étreinte qui disait « Tu n'es plus seule, la garde est là !»« On a fait vite !» dit mon père, sa voix basse entrant avec ses valises. Il regarda l'appartement, simple, propre, temporaire. « Valois, maître Valois ?» dit-il en posant les bagages. « C'est un bon nom, je me suis renseignée pendant le trajet. Elle est connue pour ne rien lâcher. » Ma mère me tenait toujours, caressant mes cheveux. « Mon bébé, » murmura-t-elle, et je me laissai aller. Juste une seconde. Je n'étais plus la stratège froide. J'étais leur fille. « Ils disent des choses horribles, maman, » murmurai-je contre son épaule. « Ils disent que c'est moi, que je suis folle. »« Chut !» dit mon père en posant sa main sur mon dos. « Laisse-les parler. Les chiens qui aboient sont ceux qui ont peur. Et ils ont très peur, Élise. » Il se tourna vers la cuisine. « Je vais faire du café. Du vrai. » Pendant que l'odeur du café remplissait l'appartement, chassant un peu le froid de la nuit, nous nous sommes assis tous les trois. Leur présence était un bouclier. Ma mère prit mon téléphone.
qui vibraient encore sur la table. Elle regarda les messages, son visage se durcissant à chaque ligne. Puis, sans un mot, elle le mit en mode avion. « Fini, dit-elle. Maître Valois gère ça maintenant. Toi, tu vas te reposer. »« Je ne peux pas, dis-je. Il y a tellement. Tu le dois, coupa mon père. La guerre ne se gagne pas en une nuit. Elle se gagne au tribunal. Et pour ça, tu dois être forte. » Il me tendit une tasse. Maintenant, parlons stratégie. La réunion avec Maître Valois eut lieu le lendemain matin. Nous n'étions pas dans son bureau luxueux. Elle était venue à l'appartement pour m'éviter les journalistes qui commençaient à camper devant chez elle. Elle était tout ce que son rire au téléphone avait promis. Vive, précise, habillée d'un tailleur impeccable qui semblait être une armure. Mes parents étaient... Bien, commença-t-elle, ouvrant son ordinateur portable. La situation a évolué très vite. Elle nous regarda, un par un. D'abord, Julien. Il est en garde à vue. L'enregistrement est accablant. Il a avoué, Élise. Il a avoué savoir pour l'acte de sa mère. Il a avoué avoir choisi l'argent plutôt que vous et votre enfant. Je fermai les yeux. L'entendre confirmé par une avocate était différent. Son avocat tente de le faire passer pour un homme sous influence, terrorisé par sa mère. C'est leur seule défense. « Et Chloé ?» demandai-je. « Chloé est notre meilleur atout. Elle a été transférée dans un lieu sûr. Elle est terrifiée, oui, mais elle est surtout furieuse. Et elle a fourni les documents. » Maître Valois fit pivoter son écran vers nous. Des tableurs, des relevés bancaires, des numéros de compte. Ce n'est pas seulement du détournement de fonds, Élise, c'est un pillage organisé. Elle pointa une ligne, un virement. 100 000 francs, dit mon père, lisant par-dessus son épaule. Oui, dit Valois, versé il y a 2 ans et 3 jours. Je fronçai les sourcils. La date. 3 jours. Avant ma fausse couche, dis-je. Maître Valois hocha la tête. L'argent que Julien a volé à son entreprise, c'était pour payer les dettes de jeu du frère de Martine. Le puzzle se mit en place. C'est pour cet argent qu'ils m'ont supplié ce jour-là, murmurai-je. Exactement, dit Valois. Julien avait déjà volé l'argent. Il avait besoin de vous, Élise, pour que vous donniez la même somme, de votre propre argent, pour couvrir son vol, pour que l'argent volé puisse être utilisé pour autre chose. Mais j'ai refusé, dis-je. Vous avez refusé. Vous avez dit non. Vous avez dit que l'argent était pour le bébé. Ma mère retint son souffle. À cet instant, continua Maître Valois, sa voix devenue glaciale, vous et votre enfant n'étiez plus une famille. Vous étiez un obstacle à leur plan financier, un obstacle que Martine a décidé de retirer, et que Julien, déjà coupable de vol, a laissé faire. Le mobile. Ce n'était pas seulement la haine, ce n'était pas seulement la cruauté, c'était l'argent. Mon enfant était mort pour 100 000 francs. Je sentis une vague de nausée si violente que je dus me pencher en avant. Mon père posa sa main sur mon épaule, une pression ferme. « Et Martine ?» demanda mon père, sa voix tendue. Maître Valois soupira. « C'est là que ça se complique. La famille dit vrai sur un point. Elle est à l'hôpital. » « Alors ils l'ont arrêtée là-bas ? » ?»« Non, elle n'est pas aux urgences pour une crise cardiaque. Elle s'est fait admettre d'elle-même, hier soir, en unité psychiatrique. » Je relevai la tête. « Quoi ? » ?»« Dépression nerveuse aiguë. Propos suicidaires. Elle joue la folie, Élise. Elle prétend que le choc de votre trahison l'a fait disjoncter. Elle dit qu'elle ne se souvient de rien, ni de la dispute, ni des 2 dernières années. » La comédienne. Même face à la justice, elle continuait sa performance. « Elle ne s'en sortira pas comme ça, dis-je, ma voix tremblant de colère. Non, assura Valois. J'ai déjà déposé une requête auprès du procureur pour une expertise psychiatrique indépendante. On ne trompe pas un expert assermenté aussi facilement qu'on trompe un fils faible, mais cela va prendre du temps. Elle gagne du temps. Et pendant ce temps, sa famille me détruit sur la place publique, dis-je amèrement. C'est leur stratégie, dit Valois. Ils veulent pas vous faire passer pour folle, pour que l'accusation de folie de Martine semble plausible. C'est parole contre parole. La folle contre la folle. Elle ferma son ordinateur. C'est pourquoi l'affaire de détournement de fonds est notre arme principale.
On ne peut pas feindre la folie face à des chiffres. Les virements sont là. La piste de l'argent est claire. Elle me regarda intensément. Le procureur va joindre les deux affaires. Le vol et l'homicide. L'un est le mobile de l'autre. L'avocat de Julien le sait. Ils sont piégés. Elle se leva. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Rien. Rien? Vous allez disparaître. Vous allez chez vos parents, à la campagne. Vous éteignez votre téléphone. Vous laissez la presse s'agiter. Vous me laissez, moi, gérer l'opinion publique. Je ne peux pas fuir, protestai-je. Ce n'est pas fuir, Élise, c'est vous préserver. La seule chose qui compte, c'est votre témoignage au procès. Je veux que vous soyez forte, calme et crédible. Pas une femme épuisée par des mois de harcèlement médiatique. Mon père hocha la tête. Elle a raison, Élise. On part aujourd'hui. Maître Valois me tendit sa carte. Une dernière chose. L'avocat de Julien a demandé une confrontation. Une confrontation? Il veut que vous soyez dans la même pièce que Julien. Il pense que si Julien vous voit, s'il vous supplie, vous allez craquer. Vous allez retirer votre plainte. Je la regardai, stupéfaite. Il croit vraiment ça? Après tout ça? Il est désespéré, dit Valois, et il vous sous-estime. C'est sa plus grande erreur. Dites-lui oui, dis-je. Mes parents et maître Valois me regardèrent. Élise, ce n'est pas une bonne idée, commença mon père. Dites-lui oui, répétai-je, ma voix dure. Je ne vais pas me cacher. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il me supplie. Et je veux qu'il voie, dans mes yeux, que c'est fini. Je me levai. Je ne suis pas la femme qui pleure dans un coin. Plus maintenant. Il m'a pris mon enfant. Il m'a pris 2 ans de ma vie. Je ne le laisserai pas me prendre ma force. Maître Valois sourit. Un sourire fin, presque prédateur. Bien, je vais arranger ça. Ce sera la dernière fois que vous le verrez avant le tribunal. Elle rangea ses affaires. Préparez-vous, Élise. La confrontation aura lieu demain. Ensuite, vous disparaissez. La porte se ferma. Mes parents me regardèrent. Ma mère avait les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de fierté. Tu es sûre, ma chérie? Je regardai par la fenêtre. Le soleil commençait à percer les nuages. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. La phase de l'attaque silencieuse était terminée. Demain, j'allais affronter le monstre. Le bureau de confrontation du juge d'instruction était une petite pièce sans fenêtre. Les murs étaient peints d'une couleur indéfinissable entre le beige malade et le gris administratif. L'air y était rare. Il n'y avait qu'une table en métal, quelques chaises. C'était une boîte conçue pour écraser l'âme. J'étais assise d'un côté de la table. Maître Valois à ma droite. Mon père avait insisté pour venir. Il attendait dans le couloir, présence silencieuse et formidable. Je fixai la porte d'en face. J'avais passé la nuit à visualiser ce moment. Je m'étais préparée à voir l'homme que j'avais connu, arrogant, puis suppliant, puis colérique. La porte s'ouvrit. L'homme qui entra n'était rien de tout cela. Julien portait une tenue de détenu informe. Il n'était pas rasé. Ses cheveux, autrefois si soignés, étaient ternes et plaqués sur son crâne. Mais ce n'étaient pas les détails physiques qui me frappèrent. C'était son regard. Il était vide. Il n'y avait plus de colère, plus d'arrogance. Juste une terreur abjecte, enfantine. L'expression d'un homme qui a enfin compris que les conséquences étaient réelles, qu'il n'y avait plus de maman pour le sauver. Il fut assis de l'autre côté de la table, son avocat à ses côtés, un homme à l'air fatigué, qui savait qu'il défendait une cause perdue. 2 policiers se tenaient près de la porte. Le juge d'instruction entra, s'assit en bout de table. « Bien, dit-il d'une voix neutre, nous sommes ici à la demande de la défense. Maître. » L'avocat de Julien se racla la gorge. « Madame Élise commença-t-il, sa voix mielleuse. Mon client, monsieur Julien, est dévasté. Dévasté par la situation, dévasté par l'accident tragique qui a coûté la vie à votre enfant. Enfant. Je ne réagis pas. Je continuai de fixer Julien. Il n'osait pas lever les yeux. Il regardait ses mains, posées à plat sur la table, des mains menottées. Il n'a jamais voulu cela, madame. Il est sous l'emprise totale de sa mère, Martine Julien.
Une femme, comme vous le savez, a la personnalité écrasante. Maître Valois prit la parole, sa voix tranchante comme un scalpel. Maître, nous ne sommes pas ici pour écouter votre plaidoirie. C'est une confrontation. Mon client est ici. Votre client est ici. A-t-il quelque chose à dire à Madame Hills ? Il y eut un silence. L'avocat poussa Julien du coude. « Julien, parle-lui. » Lentement, péniblement, Julien leva la tête. Son regard croisa le mien. Et il se brisa. Des larmes épaisses commencèrent à couler sur ses joues sales. Son menton tremblait. « Élise !» Sa voix était rauque, un murmure étranglé. « Élise, je suis désolée. Pardonne-moi. » Je restai silencieuse. Mon cœur ne battait pas plus vite. Je ne ressentais ni pitié, ni colère. Je ne ressentais rien. C'était fascinant. Cet homme qui avait détenu le pouvoir de me détruire, de me faire pleurer, de me faire hurler, était devenu insignifiant. « Je ne savais pas, » sanglota-t-il. « Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Je le jure. J'ai vu la dispute. Et puis, tu es tombé. » « Vous n'avez rien fait, » dis-je. Ma voix était si calme qu'elle résonna étrangement dans la petite pièce. Julien tressaillit comme si je l'avais frappé. « J'étais sous le choc, » plaida-t-il. « Ma mère, elle était si... » « Elle était si quoi, Julien ?» demandai-je, me penchant légèrement en avant. « Si heureuse, si satisfaite. »« Non, non, elle a été paniquée, elle aussi. » Maître Valois posa une main sur mon bras, mais je la repoussai doucement. « Vous mentez, » dis-je. « Non, Élise, je t'en supplie. » Il se tourna vers son avocat, désespéré. « Dites-lui, je n'ai rien fait. C'est maman, c'est toujours maman. »« Vous n'avez rien fait, » répétai-je. « C'est exact. Vous n'avez rien fait quand elle m'a poussé. Vous n'avez rien fait quand j'étais au sol en train de saigner. Vous n'avez rien fait quand j'ai perdu notre enfant. »« Ce n'était pas mon enfant !» La phrase lui échappa. Un cri primal sortit du plus profond de sa lâcheté. Le silence qui suivit fut absolu. Son propre avocat ferma les yeux, comme s'il venait de recevoir un coup. Julien réalisa ce qu'il venait de dire. Son visage devint cireux. « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire... » « Ce n'était pas mon enfant. » Je répétai ces mots, lentement. « C'est ce que vous pensiez, n'est-ce pas ?» dis-je. « C'est pour ça que vous l'avez appelé ce truc. » Je me tournai vers le juge d'instruction, qui notait frénétiquement. « C'est pour ça que vous avez dit à Chloé, dans l'enregistrement, que c'était ce truc qu'elle avait dans le ventre. Parce que pour vous, il n'a jamais été réel. »« Non, Élise, c'est faux, je t'aimais. »« Vous aimiez mon argent, corrigeai-je. Vous aimiez ma maison, vous aimiez le confort. Vous n'avez jamais aimé personne d'autre que vous-même. Et Martine. »« S'il te plaît, » supplia-t-il, les menottes raclant la table. Il essayait de joindre ses mains. « Retire ta plainte, je t'en supplie, ne fais pas ça. Pense à ce qu'on a eu. » Ce qu'on a eu, je le regardais, vraiment. Ce qu'on a eu, Julien, c'est un mensonge. Un mensonge que j'ai payé avec mon argent et avec le sang de mon fils. Je me levai. J'ai entendu ce que je voulais entendre. « Non, attends, Élise !» Il se leva aussi, faisant basculer sa chaise. Les policiers se raidirent. « Élise, ne me laisse pas, c'est ta faute aussi. Tu m'as étouffée avec ton argent, tu m'as rendue faible. » La rage, la voilà, le vrai Julien. « C'est toi qui m'as poussée vers Chloé, c'est toi qui as provoqué maman. » C'était la même phrase qu'il y a 2 ans. Tu l'as provoquée. Je ne répondis pas. Je le regardais se débattre, hurler, pleurer, un animal piégé, avant que les policiers ne le maîtrisent et le forcent à se rasseoir. Je me tournai vers Maître Valois. Nous avons terminé. Nous sommes sortis. La porte se referma sur ces hurlements. Dans le couloir, mon père se leva. Il ne posa pas de questions. Il vit l'expression sur mon visage. Il posa simplement son bras autour de mes épaules. « C'est fini, » murmurai-je. « Oui, ma chérie, c'est fini. » Alors que nous marchions vers la sortie, le portable de Maître Valois vibra. Elle regarda l'écran et son visage se décomposa. « Qu'y a-t-il » demandai-je, mon cœur recommençant à battre. « C'est Chloé, » dit-elle. « Elle a appelé le procureur. Elle a quelque chose d'autre. »
Quoi donc? Les détournements de fonds? Non, quelque chose de personnel. Maître Valois semblait embarrassé. Le test ADN, Élise. Je m'arrêtai net au milieu du couloir, du palais de justice. Le test ADN? De son bébé? Oui. Elle l'a fait faire dès la naissance, il y a 2 jours. Elle vient de recevoir les résultats. Et c'est bien le fils de Julien? Maître Valois leva les yeux vers moi. Il n'y avait plus d'avocate. Juste une femme, face à une situation absurde. Non, Élise. Ce n'est pas le sien? Dis-je, incrédule. Non. Un rire sec, rauque m'échappa. Mon père me regarda inquiet. Ce n'est pas le sien? Répétai-je presque joyeusement. Ce n'est pas le sien, confirma Valois. Je m'appuyais contre le mur, toute cette mascarade, toute cette destruction, l'enfant pour lequel il avait volé, l'enfant pour lequel il avait laissé le mien mourir, l'héritier que Martine avait commandité. Cet enfant n'était même pas un Julien. Alors tout ça, dis-je en secouant la tête, tout ça pour rien. Il a tout perdu, pour un enfant qui n'était même pas le sien, dit mon père, sa voix pleine d'un mépris glacé. C'était le twist final, le coup de grâce. L'ironie était si brutale, si parfaite, qu'elle en était presque poétique. Julien n'avait pas seulement été démasqué comme un criminel, il avait été démasqué comme un imbécile. Qu'est-ce que Chloé va faire? Demandai-je. Elle va le dire, dit Valois. Elle va le dire au juge. Elle va le dire à la presse. Elle va le détruire avec ça. Et Martine? Martine, dit Valois avec un sourire féroce. Quand elle apprendra qu'elle a orchestré le meurtre de son seul vrai petit-fils pour faire de la place à un enfant illégitime qui n'a aucun lien de sang avec elle. Je compris. Sa folie feinte allait peut-être devenir réelle. C'est la fin, Élise, dit maître Valois. Ils ne se relèveront pas de ça. Je regardais la lumière au bout du couloir. Non, dis-je. Ils ne se relèveront pas. Je sortis du palais de justice, la tête haute. Je n'étais plus en mode attaque. Je n'étais plus en mode défense. J'étais en mode victoire. La voiture de mon père nous attendait. On rentre à la maison, dit-il, à la campagne. Je montai dans la voiture. Oui, papa, on rentre à la maison. La ville s'éloigna derrière nous. Je savais que le procès aurait lieu. Je savais qu'il y aurait encore des jours difficiles. Leurs mensonges avaient été exposés. La vérité avait éclaté, et elle était plus cruelle que tout ce que j'aurais pu imaginer. La voiture glissait sur l'autoroute, s'éloignant de Paris. Chaque kilomètre était une couche de crasse en moins sur ma peau. Le gris du palais de justice fut remplacé par le vert tendre de la campagne. Je regardais les champs défiler, les arbres se balancer lentement sous un ciel enfin clément. Mon père conduisait en silence. Ma mère, assise sur le siège passager, s'était retournée plusieurs fois pour me regarder, comme pour s'assurer que j'étais bien là, que je n'allais pas me briser. Je ne me suis pas brisée. Je riais. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire sec, presque silencieux. Le rire de l'absurdité. Ce n'est pas le sien. 4 mots. 4 mots qui réécrivaient toute l'histoire. Martine n'avait pas seulement tué mon enfant, elle l'avait tué pour le remplacer par un étranger. Julien n'avait pas seulement été complice du meurtre de son fils, il l'avait été pour élever l'enfant d'un autre homme. Il s'était autodétruit d'une manière si complète, si ironique, que même la vengeance la plus méticuleuse n'aurait pu l'égaler. Ils n'avaient pas seulement perdu leur argent, leur maison, leur réputation et leur liberté, ils avaient perdu leur raison d'être. L'héritier, le nom, la lignée, tout cela sacrifié sur l'autel de leur propre bêtise. J'ai posé ma tête contre la vitre froide. La rage qui m'avait portée pendant 2 ans, cette glace noire dans mes veines, commençait à fondre. Elle ne laissait pas place à la tristesse. Pas encore. Elle laissait place à un vide immense. Le vide de la faim, le vide d'un objectif atteint. Le combat était terminé. Nous sommes arrivés à la maison de mon enfance. La vieille pierre, les volets bleus, le jardin en fleurs, c'était un sanctuaire, un lieu hors du temps, imperméable à la saleté du monde que je venais de quitter. « Monte dans ta chambre, Élise, » dit doucement ma mère. « Repose-toi, on s'occupe de tout. » Je suis montée. La chambre était
était la même. Mes livres d'adolescente sur l'étagère, l'odeur de la cire d'abeille et du bois ancien. J'ai sorti mon téléphone. Les notifications explosaient. La presse, les réseaux sociaux. Je l'ai regardé, cet objet qui avait été mon arme et mon poison. Puis, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et je l'ai éteint. Je l'ai glissé dans un tiroir, sous un pull en cachemire que je ne mettais plus. Et je me suis endormie. Pour la première fois en 2 ans, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve, lourd comme le plomb. J'ai dormi 12 heures. Pendant que je dormais, le monde extérieur s'enflammait. Je ne l'ai pas vu, mais je sais ce qui s'est passé. Maître Valois, tel un chef d'orchestre, a lâché ses bombes, une par une, avec une précision diabolique. La première bombe, l'arrestation de Julien pour détournement de fonds à grande échelle. La deuxième bombe, l'arrestation de Martine Julien et sa tentative de feindre la folie. La troisième bombe, la plus dévastatrice, l'enregistrement. La voix de Julien. Ce truc qu'elle avait dans le ventre. Et enfin, la bombe atomique, celle qui a tout vitrifié. Le test ADN. Je l'imagine, lisant son communiqué à la presse, son visage empreint d'une juste indignation. Non seulement ma cliente, Madame Élise, a dû endurer le meurtre de son enfant, orchestré par sa belle-mère et son mari, non seulement elle a été la cible d'une campagne de diffamation ignoble, mais nous avons la preuve que tout ce complot, tout cet acte de barbarie, était basé sur un mensonge. L'enfant, pour lequel Julien et Martine ont tout sacrifié, n'a aucun lien biologique avec eux. Le retour de flamme a dû être instantané. Les mêmes personnes qui m'avaient traité de folle vengeresse étaient maintenant celles qui hurlaient le plus fort. La pauvre Martine est devenue le monstre, le pauvre Julien est devenu l'imbécile et le complice. Et moi, j'étais devenue la survivante, l'héroïne tragique. La machine médiatique, si prompte à détruire, est tout aussi prompte à fabriquer des saints. Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais juste une femme, dans le jardin de ses parents, en train de boire un thé. Je suis restée là dans ce cocon pendant 3 jours. 3 jours sans téléphone. 3 jours sans nouvelles. Je lisais. Je marchais dans les bois. J'aidais ma mère à cuisiner. Mon père, lui, filtrait le monde extérieur. Il parlait à Maître Valois. Il gérait le flux d'informations. Le 3e jour, il m'a tendu son propre téléphone. C'est Valois. Elle dit que c'est au bout important. C'est la fin. Je pris l'appareil. Allô ? Élise, j'espère que vous vous reposez. Sa voix était vive, mais empreinte de gravité. J'essaie. Qu'y a-t-il ? C'est fait. Les expertises sont tombées. Les 2. Je m'assis sur le banc de pierre. Parlez-moi de Julien d'abord. Il a tout avoué, dit-elle. La confrontation, suivie de la nouvelle du test ADN, ça l'a brisé. Il a renoncé à son avocat commis d'office. Il plaide coupable. Pour tout. Le détournement, la non-assistance, la complicité. Il dit qu'il veut en finir. Il est en unité anti-suicide à la prison de la Santé. Il ne sortira pas avant très, très longtemps. Je hochai la tête, regardant une rose fanée. Plaider coupable, sa dernière lâcheté. Il ne pouvait même pas affronter un procès. Bien, dis-je. Et elle ? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd. Élise, l'expertise psychiatrique indépendante a eu lieu hier, à l'hôpital où elle se cachait. Ont-ils vu qu'elle jouait la comédie ? Au début, oui, dit Valois. Le psychiatre m'a appelé officieusement. Il a dit que c'était un cas d'école, une simulation de dépression mélancolique classique. Elle répétait qu'elle ne se souvenait de rien, qu'elle voulait mourir. Mais ensuite, conformément à notre stratégie, le psychiatre l'a confrontée, pas seulement aux accusations. Il lui a lu les résultats du test ADN de Chloé. Je fermai les yeux. Il lui a expliqué, continua Valois, sa voix devenue presque un murmure, que l'enfant pour lequel elle avait tout fait n'était pas son petit-fils, que l'héritier qu'elle avait voulu n'existait pas, et que le seul véritable héritier était celui qu'elle avait tué de ses propres mains. Oui, il lui a dit. Le silence se prolongea. Élise, dit Valois, elle a arrêté de jouer. Qu'a-t-elle fait ? Elle a commencé par rire, un rire hystérique.
Elle a dit au médecin qu'il mentait, que c'était un complot de ma part, de votre part, qu'elle le savait que ce bébé était un Julien. Et puis, le médecin lui a montré la photo et le rapport du laboratoire. Et elle s'est arrêtée de rire. Elle est devenue complètement silencieuse. Elle a fixé le mur pendant 10 minutes, sans bouger. Et puis elle a commencé à hurler. Pas des pleurs, pas des lamentations, des hurlements, des cris d'animal. Elle s'est jetée contre les murs. Elle a essayé d'attaquer le médecin. Elle a fallu être maîtrisée par 3 infirmiers. Je sentis un frisson me parcourir malgré le soleil. Le psychiatriste est formel, dit Valois. La simulation a pris fin et la réalité l'a brisée. Elle n'est plus en état d'être jugée, Élise. Pas maintenant, peut-être jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa comédie est devenue sa réalité. Elle a basculé. Psychose aiguë. Elle a été transférée dans une unité fermée de haute sécurité. Elle est réellement devenue folle. Je restais sans voix. La justice, le karma, l'univers. Peu importe le nom qu'on lui donne, la punition de Martine n'était pas la prison. C'était de vivre, pour le restant de ses jours, dans un esprit brisé, avec la connaissance de ce qu'elle avait fait. Elle avait tué son propre sang, pour rien. Alors, c'est fini, murmurai-je. C'est fini, Élise. Il n'y aura pas de grand procès. Julien plaide coupable. Martine est internée. L'affaire est close. Je regardai le ciel bleu. Merci, maître, dis-je. Merci pour tout. Ce fut un honneur, Élise. Prenez soin de vous maintenant. Je raccrochai. Je rendis le téléphone à mon père qui m'observait depuis la porte de la cuisine. Il n'eut pas besoin de demander. C'est terminé, papa, dis-je. Il hocha la tête, s'approcha et me serra dans ses bras. Va te promener, dit-il. Ta mère prépare le déjeuner. Je marchai. Je quittai le jardin, pris le petit sentier derrière la maison, celui qui mène au vieux chêne. La confrontation était passée. Les mensonges étaient morts. La vérité avait tout brûlé sur son passage. Julien était en prison. Martine était dans une prison de son propre esprit. Chloé était libre, avec un enfant qui n'était pas le mien, qui n'était pas le leur. Et moi, j'étais debout. Je suis arrivée devant le vieux chêne. Ses branches s'étendaient comme des bras protecteurs. Je m'assis à ses racines. La rage était partie. Le froid était parti. Il ne restait que le silence. Et dans ce silence, pour la première fois, je sentis quelque chose d'autre monter. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du soulagement. C'était du chagrin. Un chagrin pur, propre. Le chagrin pour l'enfant que j'avais perdu. Il n'était plus mélangé à la haine de Julien, ni à la colère contre Martine. C'était juste mon chagrin, à moi. Et je me suis autorisée à pleurer. Pas les larmes de rage de la femme trahie, mais les larmes calmes de la mère en deuil. La guerre était gagnée. Maintenant, la paix, ou du moins la reconstruction, pouvait commencer. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où j'ai quitté le palais de justice. L'automne est arrivé, balayant la chaleur suffocante de cet été-là. Les feuilles sont tombées, recouvrant les trottoirs de Paris d'un tapis d'or et de rouille. Puis, l'hiver s'est installé, silencieux et froid. Je suis restée à la campagne, chez mes parents. J'ai éteint le monde. Je n'ai lu aucun journal. Je n'ai regardé aucune nouvelle. Maître Valois s'est occupé de tout. Elle était mon bouclier, mon épée. Les procédures judiciaires ont suivi leur cours, rapides, inéluctables, comme un fleuve de glace se dirigeant vers la mer. Julien a plaidé coupable. Confronté à l'enregistrement, aux preuves accablantes du détournement de fonds et surtout à l'humiliation finale du test ADN, il s'est effondré. Il n'y a pas eu de procès spectaculaire, juste une audience de détermination de peine. Il a pris 12 ans. 12 ans. 1 an pour chaque mois de l'année où il m'a menti. 1 an pour chaque millier d'euros qu'il a volé. Je ne sais pas comment le juge a calculé. Je m'en fichais. Il est à la prison de la santé. Maître Valois m'a dit qu'il était sous surveillance constante, classé comme détenu à haut risque suicidaire. Il avait perdu sa mère, son argent, sa maîtresse, sa fierté et un enfant qui n'était même pas le sien. Il ne lui restait plus rien. Martine. Sa fin a été plus shakespearienne.
La folie qu'elle avait si habilement simulée est devenue son refuge permanent. Quand la réalité de son acte, avoir tué son seul vrai petit-fils pour un imposteur, a brisé les portes de son esprit, elle n'a pas pu le supporter. L'expertise psychiatrique finale l'a déclarée pénalement irresponsable. Elle n'ira jamais en prison. Elle passera le reste de sa vie dans une unité psychiatrique fermée. Une coquille vide, hantée par le fantôme de l'héritier qu'elle a elle-même détruit. Je ne sais pas si c'est la justice, mais c'est une fin. Et Chloé, elle a été le témoin clé. En échange de son témoignage complet et des preuves financières qu'elle a fournies, le procureur lui a accordé une clémence totale. Elle a disparu. Elle a pris son enfant, dont le père biologique reste un mystère, et s'est évaporée, probablement pour recommencer une nouvelle vie, loin de la famille Julien, loin de moi. Je ne lui souhaite ni bien ni mal. Elle n'était qu'un pion dans leur jeu. Un pion avide, certes, mais un pion quand même. Aujourd'hui, le ciel est un bleu pâle, hivernal. Je suis de retour à Paris. Je ne suis pas dans le petit appartement que j'avais loué pour m'échapper. Cet appartement sentait la fuite, la transition. C'était un refuge temporaire. Je suis ailleurs. Je suis debout sur le trottoir, devant la maison. Notre maison. Celle que j'avais vendue. Les volets sont fermés. La peinture semble un peu plus terne que dans mon souvenir. Pendant 6 mois, elle est restée vide. Je me suis souvent demandé pourquoi. Pourquoi, après avoir gagné, je ressentais toujours ce vide. Parce que la vengeance n'était qu'une étape. Ce n'était pas la destination. La vengeance, c'était nettoyer et chasser les décombres. Maintenant, il fallait reconstruire. Mes parents voulaient que je reste avec eux, que je vende cette maison, que j'efface toute trace de Julien et Martine. Recommence à zéro, ma chérie, m'avait dit ma mère. Mais on ne recommence pas à zéro. On recommence avec ce qu'on a. Et cette maison, elle était à moi. Julien et Martine ne me l'avaient pas seulement prise moralement. Ils l'avaient souillée. Ils avaient transformé un lieu de vie en une scène de crime, en un tombeau. J'avais besoin de la récupérer. C'est là que réside le dernier secret, le dernier acte de ma stratégie. Je n'ai jamais vraiment vendu cette maison, pas à un étranger. Quand j'ai mis la maison en vente, dans cette précipitation calculée, l'acheteur était déjà tout trouvé. Une société holding, une petite société immobilière discrète, une société appartenant à mon père. Nous n'avions pas vendu la maison. Nous l'avions transférée. Nous l'avions mise en jachère, le temps que la tempête passe. Je l'avais fait à l'époque par pure stratégie financière. Je voulais que Julien croie qu'elle était perdue à jamais. Je voulais qu'il n'ait aucun recours légal pour la réclamer lors du divorce. Mais aujourd'hui, cet acte stratégique prend un tout autre sens. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de souveraineté. Je monte les quelques marches. Ma main tremble, non pas de peur, mais de froid, et peut-être d'un peu d'appréhension. Je sors une clé, une nouvelle clé. Elle glisse dans la serrure. Un déclic net. La porte s'ouvre. L'odeur. Ce n'est pas l'odeur de la mort, ni celle de la dispute. C'est l'odeur de la poussière, du bois froid et de la peinture fraîche. Pendant mon absence, mes parents ont fait venir des ouvriers. La maison est vide, complètement vide. Mes pas résonnent sur le parquet. Il n'y a plus aucun meuble, plus aucun tapis, plus aucune trace d'eux. Le papier peint a été arraché. Les murs ont été repeints dans une couleur neutre, un blanc cassé lumineux. Je marche vers le salon. Je m'arrête à l'endroit précis, l'endroit où se trouvait la table basse, l'endroit où je suis tombée. Le parquet ici est plus lisse et plus récent. Les vieilles lattes, tachées, ont été remplacées. Je me tiens là, debout, regardant cet espace vide. Je m'attendais à ressentir quelque chose. Une vague de chagrin. Un frisson d'horreur. Rien. C'est juste un plancher. Le fantôme est parti. Le fantôme n'était pas dans la maison. Il était en moi. Il était attaché à Julien, à Martine, à la rage qui me consumait. Maintenant qu'ils sont partis, neutralisés, le fantôme s'est évaporé avec eux.
Je continue ma visite. La cuisine. Les chambres d'amis. Tout est propre. Nu. En attente. Je monte à l'étage. Je passe devant notre ancienne chambre. La porte est ouverte. Vide. Je vais jusqu'au bout du couloir. La petite chambre. Celle que j'avais commencé à décorer. Celle où j'avais prévu de mettre le berceau. J'avais arrêté tous les préparatifs après la fausse couche. Julien n'avait jamais demandé pourquoi. Martine s'était plainte que je gardais une pièce vide qui prenait la poussière. La porte grince légèrement quand je l'ouvre. Elle aussi est vide. Les murs sont blancs. Le soleil d'hiver entre par la fenêtre, dessinant un carré de lumière sur le sol. C'est la plus belle pièce de la maison, la plus lumineuse. Je m'approche de la fenêtre. Je regarde le jardin en contrebas, endormi sous une fine couche de givre. Je suis restée là longtemps. Je ne fuyais plus. Je n'étais plus dans l'appartement de location, à regarder par le judas une femme hurler. Je n'étais plus dans la maison de mes parents, à me cacher du monde. J'étais chez moi. Je ne reprenais pas ma vie d'avant. Cette vie était morte, et c'était une bonne chose. Je commençais une nouvelle vie, dans le même lieu. Mais ce n'était plus le même lieu, parce que je n'étais plus la même personne. Je sors mon téléphone. Le nouveau, celui que j'ai rallumé en arrivant à Paris. Il n'y a que 3 contacts. Maman, papa et Maître Valois. J'appelle un service de livraison de meubles. Je commande un lit, une table, des chaises et une machine à café. Je retourne au rez-de-chaussée. Je m'assieds par terre, au milieu du salon vide, le dos contre le mur. Le soleil commence à descendre, colorant la pièce d'une lumière dorée et froide. C'est silencieux. C'est le plus beau son du monde. Le silence. Pas le silence tendu d'avant la bataille, ni le silence assourdissant de l'après-choc. Juste le calme. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne sais pas si je vais reprendre mon travail, si je vais voyager, si je rencontrerai quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, cette incertitude ne me fait pas peur. Elle est légère, elle ressemble à de la liberté. Les livreurs sont arrivés le lendemain. Ils étaient jeunes, bruyants, pleins de vie. Ils ont monté le lit, assemblé la table et les 2 chaises, et ils ont installé la machine à café sur le comptoir de la cuisine, là où se trouvait l'ancienne, celle qui avait servi de témoin silencieux à tant de matins amers. Quand ils sont partis, la maison n'était plus vide. Elle était essentielle. Il n'y avait rien de superflu. Pas de lourds rideaux en velours choisis par Martine. Pas de fauteuils en cuir sombre où Julien s'affalait. Juste du bois clair, du tissu simple et de l'espace. Je suis restée un long moment devant la machine à café. C'était un rituel. Le premier. J'ai rempli le réservoir d'eau. J'ai mis les grains. Le bruit du moulin, si familier, a brisé le silence. Puis l'odeur de ma vie d'avant. Mais quand j'ai porté la tasse à mes lèvres, ce n'était plus la même boisson. Le café avait le même goût, toujours aussi amer. Mais l'amertume n'était plus celle de la rage, ni celle du ressentiment. C'était juste du café, un liquide chaud qui réveille, qui ancre dans le présent. Je me suis assise à ma nouvelle table, dans ma nouvelle cuisine, et j'ai bu mon café. Dehors, la vie de Paris continuait, mais elle semblait lointaine, comme le son d'une rivière qu'on entend depuis sa fenêtre. Je n'étais pas heureuse. Le bonheur est un mot trop grand, trop bruyant. J'étais en équilibre. Je savais que le chemin n'était encore long. Il ne suffisait pas de repeindre les murs pour effacer les cicatrices. Il restait une dernière confrontation. Elle n'était pas avec Julien. Elle n'était pas avec Martine. Elle était avec le passé. Cette confrontation est arrivée une semaine plus tard. Elle est arrivée sous la forme d'une enveloppe transmise par Maître Valois. Mon avocate m'avait appelée. Élise. J'ai reçu ceci de l'avocat de Julien. Il insiste. La loi m'oblige à vous la transmettre. Mais elle ne vous oblige pas à la lire. Je la lirai, avais-je répondu. L'enveloppe était posée sur la table de la cuisine. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom, griffonné sur le devant. Je l'ouvris. L'écriture de Julien.
Autrefois, si assurée, si arrogante. Aujourd'hui, elle était enfantine, tremblante, les lettres penchées, comme si elles avaient du mal à se tenir debout. Élise. Il n'y avait pas de chérie, juste mon nom. Je sais que tu ne liras peut-être jamais ça. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je suis un monstre. L'avocat dit que je dois exprimer des remords. Mais ce n'est pas ça. Je ne dors plus. Je la vois. Je vois ma mère. Je la vois te pousser. Je vois ton visage. Je me vois, moi, en train de ne rien faire. C'était elle, Élise. Tu dois me croire. Elle m'a toujours contrôlée, depuis que je suis née. Elle m'a dit que tu étais faible, que ton enfant serait faible. Elle m'a dit que l'argent était tout. J'étais un lâche. Je suis un lâche. Mais toi, tu étais forte. Tu as toujours été la plus forte. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Je te demande juste de comprendre. Non, je ne sais pas ce que je demande. L'infirmier m'a dit pour Chloé. Pour le bébé. Il m'a dit que ce n'était pas le mien. Il riait en le disant. J'ai tout perdu. Pour rien. Dis-moi juste une chose. Dis-le à mon avocat pour qu'il me le transmette. Dis-moi juste que tu crois que j'ai été bon au moins une fois. Dis-moi que tout n'était pas un mensonge. J'ai besoin de ça pour continuer. Pitié, Élise. Julien. Je reposais la lettre. Il demandait l'absolution. Il demandait que je valide son existence, que je lui donne une raison de survivre à la punition qu'il méritait. Il demandait un dernier service, une dernière goutte de mon énergie. Pitié. Je pensais à ce mot. Avait-il eu pitié de moi quand j'étais au sol? Avait-il eu pitié de notre enfant? Martine avait-elle eu pitié? Certains disent que je suis sans cœur, que je suis devenue froide, impitoyable. Mais ceux qui m'ont blessée, avaient-ils un cœur? Ma pitié, je l'avais donnée. Je l'avais donnée à la femme que j'étais, cette femme si naïve qui croyait qu'on pouvait acheter la paix. Ma pitié, je la gardais précieusement pour l'enfant que je n'avais jamais tenu dans mes bras. Pour Julien, je ne ressentais pas de haine. La haine demande de l'énergie. Je n'en avais plus à lui consacrer. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais rien. Il n'était qu'une note de bas de page dans ma propre histoire. Je pris la lettre. Je ne l'ai pas brûlée. C'eût été trop théâtral. Je l'ai déchirée. En 4 morceaux, proprement. Et je l'ai mise dans la poubelle, avec les filtres à café usagés et les coquilles d'œufs du matin. C'était sa place. La confrontation finale avec Julien était terminée. Il restait l'autre, la plus difficile. Je montais à l'étage. Je longeais le couloir. Mes pas étaient lents. J'arrivais devant la porte de la petite chambre, celle qui donnait sur le jardin, celle qui était baignée de lumière, la chambre du bébé. Ma main plana sur la poignée. C'était la seule pièce où je n'étais pas retournée. Les ouvriers s'y l'avaient repeinte, comme les autres. Elle était vide. Mais pour moi, elle était pleine. Pleine d'espoir brisé, pleine de ce qui n'avait jamais été. Je pris une profonde inspiration, et j'ouvris la porte. Le soleil d'hiver entrait à flots. La pièce était lumineuse, presque éblouissante. Elle était propre, vide, silencieuse. Je m'attendais à être submergée par le chagrin. Je m'attendais à m'effondrer. Je restais sur le seuil. Et je compris. Cette pièce n'était pas un tombeau. C'était juste une pièce. Le chagrin n'était pas dans les murs. Il était en moi. Et je n'avais plus besoin d'un lieu pour le cacher, ou pour le vénérer. Je pleurais mon enfant. Je le pleurerai toujours. Mais la douleur n'était plus aiguë. Elle s'était transformée. C'était devenu une partie de moi. Une cicatrice douce que je pouvais toucher sans qu'elle ne saigne à nouveau. Je suis entrée. Je me suis approchée de la fenêtre. J'ai regardé le jardin, en bas. Je ne voyais pas un berceau vide. Je voyais un espace pour moi. Je sus à cet instant ce que cette pièce allait devenir. Ce ne serait pas une chambre d'amis. Ce ne serait pas un mémorial. Ce serait mon bureau. Ce serait l'endroit où je lirais. L'endroit où j'écrirais. L'endroit où je recommencerais à travailler, à créer,
l'endroit où je transformerais le vide en quelque chose. En quelque chose de nouveau. Je ne pouvais pas ramener l'enfant que j'avais perdu, mais je pouvais honorer sa mémoire en choisissant de vivre, en choisissant la lumière. Je suis restée là un long moment, puis je suis redescendue. Le soleil se couchait. La maison était calme. C'était la fin. La vraie fin. Je n'avais plus d'ennemis à combattre, plus de fantômes à affronter. Il n'y avait plus que moi et l'avenir. Une page blanche. Mon téléphone, l'ancien, celui que j'avais rallumé pour mon travail, vibra sur la table. Un email. Un ancien collègue. « Élise, j'ai entendu dire que tu étais de retour. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Serais-tu d'accord pour prendre un café la semaine prochaine, juste pour parler, amicalement ?» Je regardais le message. Le monde extérieur. Des gens qui ne me voulaient pas de mal. Des gens qui ne voulaient rien de moi. Juste un café. Il y a 6 mois, j'aurais refusé. Il y a 1 semaine, j'aurais ignoré. Aujourd'hui, je pris mon téléphone. Mes doigts tapèrent dans la réponse. Oui, avec plaisir. Je posai le téléphone. Je regardais la nuit tomber sur ma ville. Et pour la première fois, depuis si longtemps, je souris. Pas un sourire de victoire. Pas un sourire ironique. Juste un sourire. Le printemps est arrivé tôt, cette année-là. Comme si la nature elle-même avait hâte de tourner la page sur l'hiver long et dur que nous venions de traverser. La maison s'est réveillée. Le givre sur le jardin a laissé place aux premières sans-pousses. J'avais passé des week-ends entiers à désherber, à retourner la terre que Martine avait laissée à l'abandon, la trouvant trop salissante. J'ai planté des roses, des blanches, des jaunes pâles. La petite chambre à l'étage était devenue mon bureau. J'avais installé une grande bibliothèque, un bureau simple face à la fenêtre. C'était là que je passais la plupart de mes journées. J'avais recommencé à travailler. D'abord en freelance, depuis chez moi. Puis, j'avais accepté une nouvelle proposition. Un poste à haute responsabilité dans une nouvelle entreprise. Ma vie reprenait sa forme. Mais c'était une nouvelle forme. Le café avec mon ancien collègue s'était bien passé. Il y en avait eu un autre, puis un dîner. Il s'appelait Marc. Il était gentil, calme. Il connaissait mon histoire. Tout Paris la connaissait. Mais il ne la regardait pas. Il me regardait, moi. Il n'y avait pas de passion dévorante, pas de drame. Il y avait quelque chose de mieux, de la simplicité, du respect. Nous prenions notre temps. Mon père et ma mère étaient devenus dîner. Ils avaient vu la maison, transformée, lumineuse. Ils avaient vu mon sourire, qui n'était plus une grimace de douleur. « Tu es bien ici ?» m'avait dit mon père, en me serrant dans ses bras avant de partir. « Oui, papa, je suis bien. Aujourd'hui, c'est un samedi. C'est l'anniversaire. Pas le mien, pas celui de Julien. C'est le jour où, il y a 3 ans, j'ai perdu mon enfant. Je me suis réveillée tôt. Le soleil inonde déjà le salon. Je n'ai pas pleuré. » Pendant 2 ans, ce jour avait été un abîme de rage et de chagrin. L'année dernière, j'étais encore à la campagne, et c'était un jour de deuil silencieux. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne suis pas allée au cimetière. Je n'ai jamais eu de tombe où me recueillir. À la place, je suis allée chez le fleuriste. J'ai acheté le plus beau bouquet de fleurs blanches que j'ai pu trouver. Je les ai ramenées à la maison. Je les ai mises dans un vase simple et je les ai posées sur la table de la cuisine. Elles étaient pour lui, pour l'enfant qui n'avait jamais respiré. C'était ma façon à moi. Je me suis préparé un café, le même rituel. Je me suis assise à la table, face aux fleurs. La lumière du printemps entrait à flot. Je pensais à eux. Une dernière fois. Julien, dans sa cellule. Un fantôme. Sa lettre était le dernier acte de son existence. Il était déjà mort pour moi. Martine, dans sa chambre d'hôpital. Une tragédie grecque qu'elle avait écrite elle-même. Sa punition était de vivre avec ce qu'elle était devenue, après avoir détruit ce qu'elle chérissait le plus. Ils étaient partis, ils étaient effacés, il ne restait que moi. Et la vie, je n'ai pas oublié,
Je n'oublierai jamais. Mais le souvenir n'est plus une chaîne. Ce n'est plus un poison. C'est une cicatrice qui prouve que j'ai été blessée, oui, mais elle prouve aussi que j'ai survécu, que j'ai guéri. Le café n'est plus amer, ou peut-être l'est-il, mais je ne le remarque plus. Le goût de la liberté, lui, est tellement plus fort. Je bois une gorgée. Je regarde la lumière danser sur les pétales blancs. Je souris. Je pense à cette phrase, celle que j'ai lue dans un livre, hier, dans mon bureau. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils le méritent. On pardonne aux autres parce qu'on mérite la paix. Je ne sais pas si je leur ai pardonné. Je ne pense pas. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai plus besoin de leur pardon. Je n'ai plus besoin de ma propre vengeance. Je me suis pardonnée à moi-même d'avoir été aveugle, d'avoir été faible, d'avoir cru que l'amour devait faire mal. Aujourd'hui, je sais que l'amour, le vrai, c'est ce qui est calme, c'est ce qui est simple, c'est ce qui construit. C'est ce que je ressens en regardant cette maison baignée de soleil. C'est ce que je ressens en pensant au dîner que je prépare ce soir, pour mes parents, pour Marc. C'est ce que je ressens en étant assise ici, seule, mais pas solitaire, en paix. Je termine mon café. Je me lève. J'ouvre la grande fenêtre du salon. L'air frais du printemps entre. Il sent la terre humide et les fleurs qui éclosent. C'est une belle journée pour commencer le reste de ma vie.